Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre participation à cette webconférence sur la commune à l'occasion du 150e anniversaire de cet événement. Merci beaucoup à Hélène Lewandowski d'avoir accepté de venir nous en parler à travers son ouvrage, La face cachée de la commune. Et Hélène, si vous le permettez, je vais donner quelques nouvelles du club Histoire dont je suis présidente. Donc, un petit rappel, le club a été créé en septembre 2019 et je voulais rendre hommage, mais je ne pense pas qu'il soit là, à François Stemetsky, qui à l'époque était délégué général par intérim et qui a soutenu ce projet auprès du conseil d'administration. Donc, il en soit vraiment remercié. Ensuite, nous avons fait quelques conférences jusqu'en janvier 2020 et puis ensuite, tout s'est arrêté. Donc maintenant, les activités reprennent avec donc ce soir la conférence sur la commune et je vous annonce le programme à la suite. Donc le 18 mai, bicentenaire de Napoléon oblige, nous aurons une conférence de Charles Éloi Vial autour de son ouvrage Napoléon, la certitude et l'ambition. Alors à cette occasion, on va inviter les amis de la BNF car Charles Éloi est conservateur au département des manuscrits de cette institution et il s'appuie sur tous les documents inédits et exceptionnels des collections pour écrire ses ouvrages. Ensuite, le 9 juin, Nathalie Saint-Cry viendra nous parler de son dernier ouvrage sur le dernier amour de Clémenceau et ça sera l'occasion d'associer le musée Clémenceau à cette conférence. Et puis, en juin, le 22 juin, nous aurons une conférence de Chantal Prévost de la Fondation Napoléon qui nous présentera l'exposition Napoléon n'est plus. Cette exposition devait ouvrir le 31 mars au musée des Invalides. On espère que le 19 mai, elle pourra ouvrir et nous projetons, si c'est possible, par la suite d'en faire une visite. Mais pour l'instant, parlons de la commune grâce à Hélène Lewandowski. Irène, vous êtes historienne de l'architecture, une période dans votre discipline extrêmement riche et variée, avec un personnage central qui est le baron Haussmann que vous allez évoquer ce soir. Vous avez publié en 2020 un ouvrage dont le titre est Le Palais d'Orsay, une autre histoire du 19e siècle. Et de même, le Palais d'Orsay, vous allez nous en parler ce soir. Alors, sur la commune, je voudrais juste dire quelques mots. Eh bien, il s'agit d'une période, d'un événement inédit dans l'histoire de Paris. On a en tête quelques notions, les barricades, les canons de Montmartre, la semaine sanglante, les incendies, les destructions. Et Hélène, nous vous remercions pour votre conférence parce que vous allez nous resituer le contexte et les événements de cette révolte qui a duré 72 jours, c'est-à-dire c'est une révolte très longue, et vous allez nous faire partager vos recherches et votre analyse sur la face cachée de la commune. Merci à vous pour une quarantaine de minutes et ensuite on passera aux questions. Merci beaucoup, Claude, pour cette présentation et puis bonjour à tous et merci de bien vouloir consacrer un peu de votre soirée à la commune qui, on en parlait tout à l'heure, va avoir bien du mal à trouver sa place dans cette année toute napoléonienne. Quelle idée aussi de fêter son anniversaire en même temps que le bicentenaire de la mort de Napoléon. Je vous propose de plonger sans plus tarder dans le 19e siècle. Et avant d'enflammer Paris, si vous le voulez bien, je vais vous proposer un petit résumé des épisodes précédents, car il y a dans ces épisodes quelques détails qui vont nous être très utiles pour comprendre la suite des événements. Donc nous sommes en 1870, sous le Second Empire évidemment. Le plébiscite qui a été organisé le 8 mai 1870 a clairement montré que tout le pays accordait sa confiance à Napoléon III par une écrasante majorité, plus de 7 millions de voix contre 1,5 million pour le non. Quand on dit le non, c'est évidemment, il faut comprendre les républicains. Et donc l'Empire a été consolidé
le 8 mai 1870, sur son socle, par la province des ruraux conservateurs. Donc, malgré tous les espoirs des républicains, la République n'est absolument pas pour demain et l'avenir appartient bien à Napoléon III. Donc, c'est dans ce contexte que va commencer l'année terrible, telle que Victor Hugo a qualifié la spirale d'événements qui va conduire la France du Second Empire jusqu'au combat fratricide de la Commune de Paris quelques mois plus tard. Quand la France déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet, évidemment, on imagine que l'issue va être victorieuse. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas déclaré la guerre. Mais en fait, rapidement, il va y avoir beaucoup de mauvaises nouvelles qui vont revenir des champs de bataille. Et le 2 septembre, l'armée de MacMahon est obligée de capituler. Napoléon III et 100 000 soldats sont faits prisonniers. Et quand la nouvelle va se répandre dans le pays, il va y avoir des troubles dans toutes les villes, bien entendu. Et le 4 septembre, la colère va venir se cristalliser sur la place de la Concorde. Toute la journée, la foule appelle à la déchéance de l'Empire, puis force les portes de l'Assemblée nationale, où effectivement, Gambetta finit par annoncer la déchéance de l'Empire, et tout le monde, dans un joyeux petit cortège, va se rendre à l'hôtel de ville, où du haut du balcon, on va proclamer la République. On va aussi instituer un gouvernement provisoire. On n'a plus de gouvernement. Donc, on institue un gouvernement qu'on nomme gouvernement provisoire de la défense nationale, qui va être présidé par le général Trochu. Et ce gouvernement va être constitué des 11 députés qui ont républicains de la Seine. Pendant qu'on fait tout ça, les Allemands continuent à avancer. Et bientôt, l'étau va se resserrer. Et le 19 septembre, Paris se trouve assiégé. Paris résiste, Paris n'a aucune envie de capituler. On est dans l'idée qu'on va faire la guerre à outrance. Et les Allemands trouvent que la plaisanterie dure un peu trop longtemps. Et en janvier, on va se retrouver sous une pluie d'obus qui va durer 3 semaines, qui commence le 5 janvier. Pendant 3 semaines, Paris va prendre 300 à 600 obus par jour sur la tête. La situation commence vraiment à être désespérée et fin janvier, le gouvernement décide qu'il faut s'arrêter. Et Jules Favre est envoyé auprès de Bismarck qui est à Versailles et on va signer l'armistice. Cet armistice va marquer un tournant dans ce qui va nous conduire, dans les événements qui vont nous conduire à la Commune de Paris. En fait, pour la population parisienne, c'est vraiment, voilà, c'est bon, ça défile bien, c'est bon. Pour Paris, vraiment, avoir subi 4 mois de siège, où on a crevé de faim, crevé de froid, vécu au milieu de la maladie, de la peur, de la mort, avoir fait tout ça pour rien, Paris se sent profondément trahi et la tension va monter d'un cran entre Paris et le gouvernement qu'on qualifie désormais non plus de défense nationale, mais de défiance nationale. Pour arranger le tout, Bismarck décide qu'il ne peut pas signer le traité de paix avec un gouvernement provisoire et exige de signer ce traité avec une assemblée élue. On organise donc des élections législatives qui ont lieu le 8 février et les monarchistes remportent ces élections. Et ils vont multiplier, la nouvelle Assemblée nationale va multiplier les mesures contre la capitale républicaine et un peu trop bouillonnante, un peu trop révolutionnaire. Donc, parmi les mesures, l'Assemblée nationale va s'installer à Versailles, la ville des rois, bonjour le symbole, va se choisir comme chef du pouvoir exécutif Adolphe Thiers, c'est-à-dire l'ancien président du Conseil de Louis-Philippe, et va voter la reprise de la vente des objets qui ont été déposés au mont-de-piété et va annuler des mesures qu'avait prises le gouvernement de la Défense nationale pour essayer un peu d'alléger la souffrance de tous ces gens qui se retrouvent sans activité, au chômage et dans la misère. Et donc, l'Assemblée nationale va annuler les moratoires sur les effets de commerce et les loyers. C'est-à-dire que, alors que l'activité économique
est quasi inexistante dans Paris. Il n'y a plus d'activité. Il y a le siège depuis le 19 septembre et avant, c'était la guerre. Et donc, exiger le paiement sans délai et des loyers et des échéances commerciales, ça revient à jeter la moitié de la ville dans la rue. Et donc, les plus modérés, c'est-à-dire toute la petite bourgeoisie commerçante qui, jusqu'à présent, restait quand même un peu dans le légitime, va basculer également dans le camp de la colère. Et donc, la tension monte encore d'un cran. Et la garde nationale, qui croit voir dans toutes ces mesures la préparation d'un coup de force monarchiste, va s'emparer des canons qui protégeaient hier Paris des Allemands pour se défendre demain des monarchistes qui pourraient vouloir venir attaquer la République. Et donc, vous voyez bien que la situation devient explosive. Alors, il y a des négociations, rendez-nous les canons. Non, on ne vous rendra pas les canons. Là, vous voyez à l'image les 171 canons qui sont stockés sur la butte Montmartre. Et donc, il ne manque plus dans cette situation explosive qu'une étincelle qui va arriver le 18 mars. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale commence à trouver que le temps du désordre a assez duré et demande à Adolphe Thiers de prendre des décisions pour que la contestation parisienne prenne fin. Et donc, dans la nuit du 18 mars, dans les brumes du petit matin, l'armée va tenter de reprendre tous les canons que la garde nationale avait mis dans des lieux de dépôt. Tout se passe à peu près bien jusqu'au moment où on arrive sur la butte Montmartre. L'opération est un peu mal préparée, c'est-à-dire qu'il y a bien les militaires pour récupérer les canons, mais pas les chevaux pour les emporter. Tout ça tourne très très mal et là, Paris va passer de la contestation à l'insurrection, car pour eux, c'est évident, les monarchistes ont décidé de reprendre le pouvoir. Des barricades se lèvent un petit peu dans tout Paris. Le soir du 18 mars, Adolphe Thiers et son gouvernement décident d'abandonner Paris et d'aller se réfugier à Versailles en attendant de reconstituer l'armée qui leur permettra de récupérer la ville. Pendant que le gouvernement s'installe à Versailles, les communards, eux, vont s'installer dans les bâtiments administratifs désertés. Et en fait, les deux camps vont s'enfermer gentiment dans leurs exigences. Ils n'arriveront jamais à trouver de compromis. Et Georges Clemenceau, qui avec d'autres maires d'arrondissement essaye de trouver une solution, dira « Nous sommes pris entre deux bandes de fous, ceux de Versailles et ceux de l'Hôtel de Ville. » Des combats vont s'engager entre les Versaillais, on va les appeler comme ça désormais, et les fédérés à l'extérieur de Paris, dans la banlieue ouest. Le 2 avril, dès le 21 mars, les troupes du gouvernement ont réussi à récupérer le Mont-Valérien. Et le 2 avril, après d'âpres combats qui ont fait énormément de blessés et de morts, les insurgés vont être obligés d'abandonner le rond-point de Courbevoie qu'ils tenaient jusqu'à cette date-là. Et donc, à cet endroit-là, les pantalons rouges, on les appelle les pantalons rouges puisqu'ils sont la tunique bleue et le pantalon rouge des militaires du gouvernement, de l'armée régulière, vont installer sur le rond-point de Courbevoie une batterie qui va leur permettre de pilonner le pont de Neuilly, les remparts de la ville, puisqu'à cette époque-là, il y a encore des remparts autour de Paris, jusqu'au Terne et à l'avenue du Roule. Donc, vous comprenez bien que les Prussiens, eux, sont toujours présents. Ils tiennent le nord et l'ouest parisien, et l'est parisien, pardon. Les Versaillais, désormais, tiennent l'ouest et le sud. Et donc, Paris, pour la deuxième fois en 3 mois, est à nouveau assiégé. Alors, c'est un siège beaucoup plus léger. On arrive encore à faire rentrer du ravitaillement dans la ville. Mais Paris est quand même assiégé. Et les plus lucides savent déjà que l'épilogue va être tragique. Peu à peu, la vie s'organise dans la ville. On remet en route les théâtres, les concerts, on essaye de faire fonctionner les administrations qui ont été totalement désertées, mais on essaye quand même de créer une activité, de relancer quelque chose. Mais les Versaillais bombardent toujours, eux, l'ouest parisien, et ils espèrent bien créer une brèche pour pouvoir passer et venir reprendre la ville.
peu à peu, il faut bien reconnaître que les hommes qui étaient les insurgés, qui étaient censés protéger l'Ouest parisien, non seulement ils prennent des obus sur la tête tous les jours, mais en plus, on vient rarement les relever, ils sont épuisés, et donc peu à peu, ils vont quitter leur position pour retourner dans leur quartier en se disant qu'ils préféreront protéger leur quartier plutôt que ce coin où on les a un petit peu oubliés. Et du coup, le 21 mai, Jules Ducatel, qui est un habitant du quartier d'Auteuil, se rend compte qu'il n'y a plus personne à cet endroit-là pour défendre la ville et il va agiter un mouchoir blanc. Alors là, les versions évidemment divergent. Une fois, c'est un mouchoir, une fois, c'est avec sa main, une fois, c'est avec un bâton. Mais en tout cas, au point du jour, il va pouvoir signaler aux troupes d'Adolphe Thiers que la place est libre et qu'ils peuvent rentrer dans Paris. Évidemment, ils ne le croient pas tout de suite. On essaye de comprendre ce qui se passe. Et effectivement, le 21 au soir, 60 000 soldats vont rentrer dans Paris. Et c'est là le début de ce qu'on va appeler la semaine sanglante, dont le nom dit déjà tout de ce que ça va être de sa folie meurtrière. Ils vont rencontrer très peu de résistance dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien. Et donc, dès le 22, à 9 h du matin, ils sont déjà maîtres du Trocadéro, maîtres des Invalides, c'est-à-dire qu'ils ont déjà repris un tiers de la ville en une journée. Tous les insurgés qui étaient installés sur le Trocadéro, quand ils entendent arriver les troupes, vont se réfugier dans le centre de Paris et ils vont se réfugier dans l'hôtel de Salm où une sorte de quartier général a été décidé pour tous ceux qui avaient commencé la retraite. Et le 23 au soir, parce qu'en fait, les troupes continuent de progresser, et donc le 23 au soir, à vers 18 h, Paris va s'embraser. Parce qu'en fait, les communards qui se sont installés dans les lieux de pouvoir, pour prendre le pouvoir, c'était assez logique, vont, pour protéger leur retraite, mettre, comme l'a appelé Louise Michel, opposer une barrière de feu aux ennemis de Versailles, et donc ils vont incendier les bâtiments dans lesquels ils sont installés. Donc, c'est d'abord l'hôtel de Salm, le palais d'Orsay qui accueille la Cour des comptes et le Conseil d'État juste en face, puis la Caisse des dépôts et consignations, puis la Cour des comptes. Donc, toute la rue de Lille va s'embraser d'un seul mouvement à 18 h précédent. C'est le premier îlot de bâtiments publics qui va s'enflammer. Après, il y aura vers 20 h les Tuileries. Puis, au fur et à mesure de la retraite des insurgés que l'armée repousse de plus en plus vers l'Est, tous les autres bâtiments vont prendre feu. Donc, on va avoir le ministère des Finances, le Palais Royal, l'Hôtel de Ville, le Palais de Justice, et puis jusqu'au dock de la Villette, etc. Et le 26, les forces vont se concentrer dans les quartiers populaires de l'Est, où va se livrer une lutte aussi acharnée que désespérée. Et le 28, à 16 h, la dernière barricade tombe à Belleville. La commune a été achevée dans le sang et les cendres et elle se conclut par un triste bilan de 10 000 à 20 000 morts. Donc voici pour le repère chronologique et vous allez voir qu'on va retrouver tout au fil des éléments de cette introduction. Alors, évidemment, je vous ai dit que c'était entre 10 000 et 20 000 morts, mais les destructions ne sont pas que humaines. Le bilan n'est pas dramatique que pour les humains. En août, en prévision du siège de Paris, on avait fait rentrer 250 000 moutons, 50 000 bœufs, 12 000 porcs qui avaient été parqués, il faut imaginer la scène, dans le bois de Boulogne et tous les jardins et squares de Paris. Sauf que dès la fin du mois de novembre, les stocks de vivres sont très très bas et donc on va commencer à s'attaquer à tous les animaux qui sont dans Paris. Donc ça peut être aussi bien le premier oiseau qui ose poser ses pattes sur une branche, le rat qui passe au milieu de la rue, et puis on finit par s'attaquer à tous les animaux du jardin d'acclimatation. Et vous voyez donc l'illustration de
du moment où on va tuer Castor et Pollux, les deux éléphants du jardin d'acclimatation, et les Parisiens vont manger du consommé d'éléphant, de la terrine de zèbre, et tous les animaux vont y passer. À la fin de 130 jours de siège, il n'y a pratiquement plus aucun animal dans la ville. Le siège a été aussi très très dur par rapport au froid, parce qu'un siège au mois de mai, ça aurait sans doute été plus agréable, mais là, fin novembre, il y a déjà plus de stock, ni de charbon, ni de bois, et donc début décembre, quand la température descend à moins 10 degrés, alors on va s'attaquer à tout ce qui est en bois dans la ville et qui peut brûler et apporter un peu de chaleur. Il y a beaucoup de chantiers dans la ville, donc on va s'attaquer à ce bois-là, les palissades qui sont devant les zones de chantier, justement, les arbres de la ville, les bancs, tout va y passer. Et puis, bien sûr, il y a aussi le bombardement qui a duré 3 semaines, 300 à 600 obus qui se sont abattus chaque jour sur la ville. On a de très très rares illustrations de ces destructions. Là, j'aurais bien fait de vous la légender, mais donc en fait, là, c'est la rue de Louveciennes, c'est un des premiers obus qui tombe, et on va compter 1600 bâtiments publics et 1400 maisons particulières. Quand on dit maisons à cette époque-là, ce sont des immeubles qui ont été endommagés par le bombardement prussien. Alors, il n'y a pas que les destructions, évidemment, du bombardement prussien, puisqu'il y a eu un deuxième siège. Et donc, pendant ce siège-là, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a pilonné tout l'ouest parisien, l'armée régulière a pilonné tout l'ouest parisien pour rentrer. Ça commence le 2 avril. Le 8 avril, un obus tombe même sur l'Arc de Triomphe. Tous les gens étaient venus tranquillement assister au feu d'artifice qu'on pouvait voir un peu au loin. Et quand le premier obus est tombé sur l'Arc de Triomphe, tout le monde, évidemment, il y a des illustrations de ça où on voit toute la population qui prend les jambes à son cou et qui a très, très peur. Et donc voici, grâce à ces deux images, vous pouvez voir à quoi ressemble l'Ouest parisien. Alors, il y a beaucoup de commentaires sur ces destructions-là, et certains disent qu'ils n'ont jamais vu qu'à aucun autre endroit de Paris, on peut voir un tel état de destruction. À gauche, vous avez donc Auteuil qui ressemble à ça, et toutes les rues d'Auteuil ressemblent à ça. Les 7 rues principales de Neuilly sont totalement dévastées et ressemblent aussi à ces amas de gravats. Et vous voyez que les bombardements sont donc arrivés même jusque à l'avenue de la Grande Armée qu'on connaît tous. Donc voilà, on a ce ravage-là qui ne sera pas pris en compte après, nous allons en reparler, mais n'empêche qui existe. Et puis évidemment, nous avons les destructions qui sont directement liées à la commune, ou en tout cas c'est comme ça qu'on va en parler par la suite. Donc on a à la fois des destructions programmées, c'est-à-dire que le comité central va voter 4 destructions. La colonne Vendôme, qui est considérée comme une insulte des vainqueurs aux vaincus. La maison d'Adolphe Thiers, le 2 avril, pour le punir d'avoir voulu oser bombarder Paris. La chapelle expiatoire, qui a été créée par Louis XVIII pour mettre les restes, les cendres de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et donc, on estime que c'est une survivance de l'Ancien Régime qui n'est évidemment pas supportable. Et 4e destruction programmée, la chapelle Bréa, dont le nom rappelle le général Bréa, qui devait mater les insurgés en 1848. Finalement, la chapelle Bréa et la chapelle expiatoire vont échapper à la destruction, et donc il n'y aura que la colonne Vendôme qui va être détruite le 16 mai. Donc là, vous avez une très belle illustration qui montre bien qu'elle est tombée. Petite anecdote au passage, quand elle se casse, on se rend compte qu'en fait, le bronze qui était dessus, on imaginait plein, était en fait du vide, et dessous, c'était du plâtre. Et c'est parce qu'elle a été détruite qu'on s'est rendu compte de ça. Et puis, le deuxième bâtiment qui va être détruit, c'est la maison d'Adolphe Thiers, puisque le premier coup de pioche pour détruire son hôtel particulier intervient le 12 mai. Outre les destructions programmées,
Il y a bien sûr aussi la semaine sanglante qui a été épouvantable. La rue de Lille, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, est celle qui a été le plus meurtrie. Vous voyez sur la photo de droite à quoi elle ressemble. Il y a à peu près, donc toutes les destructions sont évidemment plus nombreuses à l'est. Elles sont nombreuses autour des barricades, puisque c'est là qu'il y a eu bien souvent des combats. Elles sont donc nombreuses autour des places aussi, puisque là aussi, il y a eu beaucoup de combats. Il faut bien compter qu'il y a eu beaucoup de verres brisés, il y avait des restaurants, il y avait des boutiques, donc tout ça a été détruit. Des bâtiments ont été incendiés, d'autres ont simplement reçu des obus. Est-ce que ce sont des obus versaillais? Est-ce que ce sont des obus communards? Bien difficile de le dire, puisque dans le chaos, au bout d'un moment, on ne sait plus qui tire quoi et sur quoi. Et puis, il faut compter aussi toutes les marchandises. Quand les docks de la Villette prennent feu, évidemment, il y a dedans, comme dans les bars et les restaurants, il y a des matières inflammables. L'alcool va servir de conducteur à tous les incendies. Et puis, il va y avoir aussi les mairies, les bibliothèques. Donc, vraiment, il y a énormément de destruction. Lorsqu'on va ouvrir des cahiers de doléances pour que les gens viennent déclarer ce qu'ils ont perdu, il y aura 9600, 9700 personnes qui viendront déclarer des biens perdus. Mais on peut compter à peu près 600 bâtiments, 600 maisons détruites, dont 600 bâtiments civils et particuliers, dont 186 maisons qui ont été détruites par le feu et 32 bâtiments publics qui ont été incendiés. Tous les dégâts ne sont évidemment pas de la même ampleur que ce que vous voyez ici, rue de Lille. Mais en tout cas, jamais les destructions lors des révolutions précédentes n'ont atteint une telle ampleur et ne vont provoquer de telles conséquences. Alors, vous vous en doutez bien, les incendies, car c'est bien sur les incendies que les gens vont se focaliser, les incendies vont susciter de la part des vainqueurs, essentiellement, une haine pour les communards et les vainqueurs, les Versaillais, la presse, les journaux, les livres, énormément de livres vont sortir à cette époque sur le sujet, tout le monde donnant son commentaire, et personne ne trouve de mots assez durs pour qualifier cette nuée de barbares qui, on l'imagine, n'avait que pour seul objectif d'anéantir Paris, en détruisant ses monuments, donc son histoire, et même d'anéantir toute la civilisation, dit-on. Et donc, on va avoir un déchaînement sur le communard que l'on qualifie évidemment de criminel, fainéant, illettré, abruti par l'alcool. S'il a fait brûler, si les communards ont fait brûler le palais de justice, ben c'est parce qu'il avait un casier dans le palais de justice. S'ils ont fait brûler le ministère des Finances, mais parce que ce sont des feignants qui n'ont jamais gagné d'argent, et donc ils étaient envieux. Donc on commence à dresser à coups de plume comme ça un portrait des communards qui est absolument épouvantable, et évidemment on va lui renier tout, lui dénier toute idée patriotique. Il n'a fait ça que parce que le lait n'a jamais aimé le beau, dit-on. Et donc, vous voyez là deux images qui sont assez intéressantes. À droite, vous avez ce tableau absolument épouvantable qui s'appelle Plaisanterie sur le cadavre d'un communard. Donc, il y a tous les attributs du communard. Donc là, vous avez les pavés ici, évidemment, de la barricade effondrée. Là, on n'a pas oublié de montrer qu'il y avait de la suie sur le bâtiment parce qu'évidemment, l'incendie devient un attribut du communard. Et il est tellement... C'est une bête sauvage, le communard. Donc, on le triture avec sa canne comme on triturerait un animal mort sur le trottoir. Et tout ça va durer assez longtemps. Et vous voyez sur votre gauche une autre illustration. En 1873, alors qu'on imagine encore des plans pour reconstruire l'hôtel de ville, on va y revenir dans un instant, Cham fait paraître cette caricature, ce dessin dans la revue comique qui dit, donc vous voyez, c'est un hôtel de ville fait en pain de savon, et la légende dit « Projet d'hôtel de ville tout en palais de savon, l'horreur des communards pour ce produit les tiendra à distance ».
Donc, vous voyez à peu près le tableau qu'on est en train de dresser du communard, qui, évidemment, n'est pas seul. Le communard a une femme, et voici ce qu'on fait de la femme du communard. C'est forcément une hystérique, mais ça, toutes les femmes du 19e siècle, hein, bien sûr, c'est forcément une hystérique, sans doute prostituée, car toutes les femmes des communards ne peuvent être que prostituées. Ils ne sont sans doute pas mariés parce que ces gens-là ne se marient pas, explique la presse. Et de toute manière, c'est une furie qui se promène continuellement avec soit une boîte à lait, soit un arrosoir, soit un bocal, n'importe quoi, rempli de pétrole. Car que fait la femme du communard? Eh bien, elle remplit n'importe quel soupirail venu d'un hôtel particulier bourgeois pour lui mettre le feu. Donc, vous voyez sur l'image qui est à gauche, effectivement, les femmes des communards qui sont en train de remplir un soupirail avec du pétrole pour pouvoir mettre le feu au bâtiment. Et vous verrez sur la droite, je vous ai rappelé le tableau de Delacroix, qui est la liberté guidant le peuple, et vous voyez que soit au mieux on représente la femme, la pétroleuse, avec son drapeau un peu comme la liberté guidant le peuple, mais dans l'autre main, elle a immédiatement une torche, et la caricature qui est à côté est encore pire, puisqu'elle a un arrosoir rempli de pétrole et la torche à la main droite. Voici donc l'image qu'on essaye qui va s'imposer, qui va s'imposer. Et en fait, cette image qui va s'imposer du communard, on le voit bien que tous ces portraits qui sont faits vont enfermer la commune dans les limites de la semaine sanglante et vont condamner la commune à endosser la réputation d'une révolution destructrice et destructrice par l'incendie. Alors, je vous rassure, les communards ne sont pas tout seuls sur le banc des accusés. Effectivement, immédiatement, dans le même élan, on accuse Napoléon III qui était beaucoup trop libéral, on accuse Napoléon III et Haussmann avec leurs grands travaux, qui ont attiré dans Paris tous les bras qu'ils ont pu pour faire ces grands travaux, mais donc tous ces bras, ils venaient d'où? Ils venaient de l'étranger, c'était des criminels, ils venaient de province ou d'étrangers, c'était tous ces gens qui avaient quitté, soi-disant, les prisons de l'étranger pour venir travailler à Paris, et donc, pardon. Et donc, Haussmann et Napoléon se trouvent accusés exactement dans le même élan. On accuse aussi l'exposition universelle de 1867, qui était beaucoup trop luxueuse, et donc, comme tous les pays étaient venus à Paris pour la visiter, en fait, elle a fait des envieux. Et c'est pour ça que la Prusse a voulu nous attaquer. Donc, vous voyez que tout est en train de se dérouler pour balayer d'un même mouvement les communards, Napoléon III, Haussmann. Alors, il y a quand même quelques voix qui s'élèvent pour dire que, heureusement qu'Haussmann avait fait des grandes avenues, parce que dans les petites avenues, juste une charrette déposée, enfin jetée, et des matelas dessus, ça faisait une barricade. Alors que dans les grandes avenues d'Haussmann, c'était beaucoup plus difficile pour les insurgés de créer des barricades. Et donc, heureusement qu'il y avait beaucoup moins de petites rues et beaucoup plus de grandes avenues. Ça avait facilité le travail de l'armée. Et puis, il y a certains catholiques qui, justement, rebondissant sur l'exposition universelle de 1867, qui était soi-disant beaucoup trop luxueuse, qui, eux, vont dire, mais en fait, la commune, c'est une chance, c'est un envoi de Dieu, parce qu'avec tout le luxe qu'on a déployé en 1867, il fallait qu'on soit remis dans la bonne voie. Et donc, Dieu nous a envoyé les communards pour nous remettre sur la bonne voie d'un peu moins de luxe et d'un peu plus de tempérance. Alors, nos incendies, une fois qu'on a tracé comme ça le portrait des communards, les incendies vont avoir une conséquence assez inattendue. C'est-à-dire que dès les premiers jours de juin, donc le 28, Paris était encore à feu et à sang. Dès le lendemain, sur les trottoirs, on voit refleurir les terrasses des restaurants, les gens se promènent tranquillement dans Paris et surtout, dès les premiers jours de juin, vont arriver dans Paris les trains de plaisir, c'est-à-dire des trains de touristes qui amènent à Paris des provinciaux et des étrangers qui vont faire le tour des ruines. Et pour ça, ils vont pouvoir acheter
Alors, on peut acheter, comme vous le voyez ici, le plan de Paris avec les barricades. On peut aussi acheter le plan des monuments, pardon, pour faire le tour des monuments qui ont été détruits, pour se repérer. Il va y avoir des guides qui vont sortir, qui vont être édités avec premier jour d'excursion, deuxième jour d'excursion, exactement comme quand vous allez vous promener dans une ville de province avec votre guide Michelin sous le bras pour voir ce qu'il y a à visiter. Et donc, tout ça, il va y avoir les Cooks Tours de Londres aussi qui vont organiser des voyages pour que les Anglais puissent venir visiter le Paris détruit. Et donc, tout ça va relancer l'économie, c'est plutôt une bonne chose, mais on va pouvoir acheter tout et n'importe quoi. On va ramener des souvenirs de cette expédition. Donc, on va pouvoir ramener des lithographies, donc du Paris incendié. Et puis, toute une série d'albums photos vont également être publiés où on voit le Paris après les incendies. La photographie va vraiment exploser au moment de la commune, mais elle n'est pas encore assez perfectionnée pour prendre en photo les mouvements. C'est pour ça qu'on n'a aucune photo, ou deux ou trois, des incendies, parce que la technologie ne le permet pas. En revanche, les ruines ont la gentillesse de rester immobiles, et donc on va avoir une multitude de photos qu'on va pouvoir acheter pour rapporter chez soi. Ça va aussi beaucoup inspirer ces ruines, beaucoup inspirer les artistes qui n'auront plus besoin d'aller à Rome pour faire de beaux tableaux de ruines antiques. Comme vous pouvez le voir ici, c'est les ruines de la Cour des Comptes. Et puis les travaux dans Paris vont également beaucoup inspirer. Donc on va avoir énormément d'images de cette commune de Paris sur les destructions, sur sa reconstruction. Beaucoup de gens, enfin, beaucoup d'élus vont tenter de proposer l'idée qu'on pourrait garder les ruines. C'est-à-dire qu'il faudrait garder les ruines dans Paris à titre pédagogique pour montrer aux générations futures à quoi mènent les révolutions. Bon, ça dure un temps, mais assez vite aussi, il y a des voix pour s'élever et pour dire que le mieux, ça serait quand même qu'on balaye très rapidement toutes ces destructions pour remontrer le plus rapidement possible au monde et surtout à la perfide Albion que Paris n'est pas mort, que Paris va reprendre sa place de phare de l'Europe et qu'on va redonner tout ce qu'il faut à la ville pour qu'elle revienne capitale. Mais il y a un petit point quand même, il va y avoir deux points à souligner. Le premier point, c'est que pour les particuliers, la reconstruction, ça suppose une indemnisation. Ils ont tout perdu. Or, les assurances ont sagement écrit dans leur police qu'elles ne sont pas responsables des sinistres provenant des faits de guerre. Donc, elles ne paieront pas. Et la jurisprudence dit que Paris n'est pas responsable en cas de mouvement insurrectionnel. Donc, Paris ne paiera pas. Et personne ne dit qu'il faut que ce soit l'État qui paye. Et donc, en fait, les locataires, les propriétaires, les commerçants vont se trouver face à un vide juridique et ne vont pas pouvoir obtenir d'indemnité pour faire leur réparation. Alors, l'Assemblée nationale va quand même voter deux budgets, un de 6 millions, un de 11 millions, mais seulement pour ceux qui ont le plus souffert des opérations militaires qui ont permis à l'armée de rentrer dans Paris, c'est-à-dire uniquement pour l'Ouest parisien. Mais pour le reste, personne n'obtient d'argent. La municipalité est quand même consciente que les affaires souffrent de cette situation et donc va y avoir un bras de fer qui va durer un petit moment entre la ville et l'État. Et enfin, en 1873, nous sommes 2 ans plus tard, en 1873, l'État va accepter de rembourser à la ville 140 millions sur les 200 que la ville a dû payer aux Prussiens. Et donc, la ville va obtenir 140 millions et va accepter de payer une partie, enfin, de payer tout ce qu'elle peut pour que les gens soient quand même indemnisés. Et puis, deuxième point à signaler, c'est qu'en fait, beaucoup, en étant devant les débris encore fumants, se disent « mais pourquoi allons-nous reconstruire ces bâtiments ?» Beaucoup de bâtiments, il y a des articles fameux dans le Figaro de l'époque, on se croirait aujourd'hui, qui expliquent qu'il y a beaucoup trop de fonctionnaires en France, que ces bâtiments publics coûtent beaucoup trop cher
et que plus on construit des bâtiments publics, plus il y a de fonctionnaires. Et donc, si on ne reconstruit pas les bâtiments publics, il n'y aura plus de fonctionnaires et ça coûtera beaucoup moins cher à l'État. Et donc, en fait, on va avoir tout un mouvement qui va se mettre en route sur le thème eh ben, profitons des désastres. Et on va repenser la ville, on va repenser ses équipements. Et même le Figaro, le 4 juillet, donc 28 mai, tout a brûlé, on trouve que c'est horrible, que Paris ne sera plus jamais Paris, etc. Le 4 juillet, le Figaro écrit un article en disant « Nous avons autre chose à faire que des larmes à répandre sur des pierres et un autre édifice à construire que les Tuileries. Pensons à faire autre chose de la ville. » Et donc, en fait, les incendies de la commune, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, non, évidemment, on regrette de ne pas avoir les Tuileries, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, finalement, Paris va faire le deuil assez rapidement de ces bâtiments détruits et les incendies vont servir, dans une certaine mesure, vont jouer un rôle similaire à l'incendie de Londres en 1666 ou au tremblement de terre de Lisbonne en 1757, c'est-à-dire qu'on va faire table rase du vieux tissu urbain et on va reconstruire rationnellement. C'est-à-dire que les incendies de la commune, bon évidemment, ça n'empêche pas que les communards sont vraiment des barbares, des temps modernes certes, mais des barbares, mais n'empêche que la commune va permettre de faire disparaître des bâtiments auxquels on n'aurait jamais osé s'attaquer pour répondre aux besoins de l'économie, aux nouveaux besoins de la société. Donc on va faire prévaloir des projets plus sobres, plus fonctionnels, mieux adaptés au contexte économique et social. Alors, il n'est absolument pas possible de revenir aujourd'hui sur la reconstruction de tous les bâtiments. Je vous propose d'en regarder 4 qui sont assez symboliques. Donc, la Légion d'honneur. Donc, voici une carte postale qu'on pouvait acheter à l'époque. Donc, au premier plan, vous avez ici la Légion d'honneur, qui est donc le premier bâtiment qui a été incendié. Et le général Vidois, qui en est le chancelier à l'époque, dit « L'État ne va jamais réussir à tout payer. On ne va rien lui demander ». Et il se retourne vers les 65 000 membres de la Légion d'honneur en appelant à leur générosité. Et effectivement, et ça dès le 7 juin, et effectivement, la Légion d'honneur va être le premier bâtiment à se relever et le général Vinoy va pouvoir se réinstaller dedans dès le début de l'année 1874. L'hôtel de ville, alors là, c'est autre chose. L'hôtel de ville, dès le mois de juillet, le mois d'août, on est sûr qu'il nous faut un hôtel de ville. Même si certains journaux disent « Pourquoi voulez-vous reconstruire un hôtel de ville? C'est toujours de là que partent les révolutions. » Alors après, c'est… Bon, et puis alors, si vous reconstruisez un hôtel de ville, surtout pas de balcon, hein, parce que c'est toujours du balcon qu'on proclame la Révolution, la République ou je ne sais quoi. Donc faites-nous un tout petit hôtel de ville. Bon, sauf qu'évidemment, il faut que Paris ait un hôtel de ville. Donc dès le mois d'août, on vote sa reconstruction. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, les fondations étaient complètement défaillantes, que, elles étaient faites avec n'importe quel matériau, que parfois, elles reposaient sur des vieilles maisons, des fois sur du vide. Et donc, tout ça, on se rend compte qu'il va falloir faire beaucoup plus que ce qu'on imaginait comme reconstruction. Et donc, en 1875, on décide finalement de tout détruire, de recommencer à zéro. Et c'est Théodore Balue et Édouard de Perthes qui vont être chargé de reconstruire un hôtel de ville avec la même façade que celle qu'avait fait le Bocador au XVIe siècle, mais avec un intérieur beaucoup plus fonctionnel que ce qu'il y avait auparavant. Et la construction va durer assez longtemps et il ne sera inauguré qu'en 1882. Et bien sûr, les 96 peintres et 230 sculpteurs qui vont intervenir vont être chargés pour la décoration intérieure de montrer toutes les valeurs laïques et républicaines du nouveau régime, c'est-à-dire que la République a été adoptée définitivement en 1875 et donc là c'est la création, en fait c'est le premier palais républicain que l'on crée dans Paris. Il faut qu'il soit magnifique et c'est aussi pour ça que sa construction va durer très très longtemps et donc il sera inauguré le 13 juillet 1882. Troisième bâtiment sur lequel je voulais attirer votre attention, les Tuileries qui fermaient donc
entre le carrousel, le carrousel du Louvre et les jardins des Tuileries, il y avait un grand bâtiment qui faisait tout le long. On pourrait croire en regardant l'image de gauche qu'il a à peu près tenu, mais vous voyez bien qu'en fait, pas du tout. Elle était vraiment très, très incendiée. Alors là, il va y avoir énormément de débats sur ces Tuileries. D'abord, Étienne Arago, un républicain engagé qui a été maire de Paris en 1870, écrit assez rapidement, dès le mois de juin, un courrier au journal Le Soir pour dire, alors il ne faut pas le reconstruire, hein, le palais des Tuileries, surtout on ne reconstruit pas, puisque maintenant que les Tuileries, le Louvre ont été réunis, quand on vient de la rive gauche avec un paquet pour aller à la poste qui est rue de Castiglione, il faut faire tout le tour, c'est trop long, ne reconstruisons pas les Tuileries. Et déjà, sous Napoléon III, il y avait eu des projets d'un souterrain sous les Tuileries pour permettre à la rive gauche d'accéder plus facilement à la rive droite. Et là, il va y avoir plein de débats. Est-ce qu'on reconstruit partiellement, beaucoup, pas du tout. Et finalement, on va se rendre compte qu'il ne sert plus à rien, surtout que on répète continuellement que personne n'aimait vivre aux Tuileries. Napoléon n'a pas aimé vivre aux Tuileries. Louis-Philippe n'a pas aimé vivre aux Tuileries. C'était mal adapté, c'était trop grand, pas assez bien chauffé. Et puis en 1874, donc ça se désagrège petit à petit avec le temps, les intempéries. 1874, MacMahon s'installe à l'Élysée. Il n'a pas d'autre endroit pour s'installer. Et on se dit, bon, finalement, il est bien à l'Élysée, hein, le président, pourquoi reconstruire les Tuileries? Et donc, même si certains veulent garder ce palais, les républicains, reconstruire un palais royal, oh, ça leur dit quand même pas trop. Et donc, en janvier 1882, Antonin Proust, qui est un éphémère ministre des Arts, va faire voter à l'Assemblée nationale la démolition de ce bâtiment qui reste en ruine. Et puis, tous ceux qui étaient, en fait, tous les architectes qui voulaient reconstruire le bâtiment sont morts. Une page est tournée. En plus, on a tourné la page de la commune, il y a eu l'amnistie. Et donc, en décembre 1882, les ruines des Tuileries vont être vendues au poids de la pierre à un entrepreneur qui va reconstruire d'autres bâtiments avec. Et puis j'arrive au dernier bâtiment, mon palais d'Orsay préféré, dont Claude vous a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors lui, il a une histoire incroyable, je reviendrai vous en parler un jour si vous le souhaitez. Il a mis 30 ans pour se construire, il a vécu 30 ans comme siège du palais, comme siège du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Et puis là, il est incendié et regardez, il fait quand même 24 mètres de haut, hein. 8 étages de bâtiment quand même, hein, 8 étages d'aujourd'hui, 6000 mètres carrés. Eh bien, pendant 27 ans, on va se demander quoi faire de ce bâtiment. Est-ce qu'on le rase pour remettre est-ce qu'on le rase? Est-ce qu'on le reconstruit à l'identique pour remettre la Cour des comptes? Est-ce qu'on le reconstruit différemment? Est-ce qu'on y met un musée? Jules Ferry aimerait bien y installer un lycée de jeunes filles, mais le quartier du Faubourg Saint-Germain, un lycée laïque de jeunes filles, ça lui dit pas trop. Il y a beaucoup de protestations. 27 ans, ça va durer. Et l'herbe reprend ses droits, hein, ça va devenir une espèce de faune et de flore. Et comme par hasard, on est en train de préparer l'exposition universelle de 1900 et on se dit, quand même, une gare en plein Paris qui déverserait des touristes pour venir voir l'exposition universelle, ça serait pas mal. Et donc en 1897, alors qu'on a mis 27 ans pour savoir ce qu'on allait faire de ce bâtiment, en 3 mois, le problème va être réglé et comme par hasard, le palais d'Orsay va disparaître pour qu'on construise une gare qui deviendra plus tard la gare d'Orsay et bientôt le musée d'Orsay. Donc voilà, j'espère vous avoir fait voyager à travers cette commune le mieux possible. Pour conclure, on a à la fois exagéré et à la fois sous-estimé les destructions de la commune. Il va de soi que je ne suis pas en train de dire là que les communards n'ont pas incendié Paris. Oui, ils ont incendié Paris, à la fois pour protéger leur retraite et aussi parce qu'ils ne voulaient pas laisser le Paris républicain aux monarchistes de Versailles. Donc, il y a eu une vraie volonté de destruction. Il ne faut quand même pas sous-estimer le fait qu'il y a aussi une stratégie militaire dans tout ça. Malgré tout, toutes les photos qui vont être prises à l'époque vont ressembler aux 2 photos que vous voyez là, c'est-à-dire que
on se fixe en général sur la destruction. Et donc, la multitude de photos qui vont être présentées, juste des bâtiments détruits comme ça, donne l'impression que Paris entier est détruit. Sauf que quand vous élargissez un peu le champ, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez le ministère des Finances, mais voilà à quoi ça ressemble la rue de Rivoli. Le bâtiment d'avant a résisté. Certes, le bâtiment du ministère des Finances est effondré, mais vous voyez bien que les bâtiments d'après ont aussi résisté. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu l'impression, en regardant les photos de l'époque, que Paris entier était dévasté, mais il n'y a pas eu autant de destruction que ces images-là ont bien voulu le faire apparaître. De même, comme je vous le disais tout à l'heure, on va enfermer les communards dans la semaine sanglante et bientôt on ne parlera plus que des destructions des communards en oubliant totalement qu'il y a eu, d'ailleurs parmi toutes les photos qu'on prend, on prend peu importe, on prend l'Ouest parisien et on prend les bombardements, les destructions des bombardements prussiens et on dit que tout ça c'est la commune, on englobe tout ça dans les destructions de la commune. Et de même, vous voyez ici un livre qui s'appelle Paris incendié qui a été publié dès 1871 et qui a été republié en 2009. Et quand on voit les destructions de la commune, il y a 11 bâtiments détruits, la colonne Vendôme qui n'a pas du tout été incendiée, et puis 4-5 rues qui ont été également beaucoup détruites. Mais vous voyez bien qu'on ne parle pas du tout dans ce genre de livres, dans tous les livres sur la destruction qui vont sortir à l'époque, on parle très peu des destructions de l'Ouest parisien. Et donc, petit à petit, la commune va être enfermée dans ces quelques destructions et les destructions de l'époque ne vont être que pour eux. Il y a une chose très, très intéressante à remarquer, et je terminerai là-dessus, c'est que quand vous lisez les commentaires de l'époque, il est évident que l'îlot de bâtiments publics de Lille, de la rue de Lille, est le premier à prendre feu. Petit à petit, et après, à 20h, donc 2 heures plus tard, on a les Tuileries. Petit à petit, on va classer les destructions par ordre d'importance. Et donc, petit à petit, on va nous dire les Tuileries, l'hôtel de Salm de la Légion d'honneur, etc., etc. Et donc, au XXe siècle, on ne va plus que se fixer sur cette liste-là, et il n'est pas du tout, il n'est pas rare de découvrir dans des livres du XXe siècle que, en fait, ils se sont attaqués en premier aux Tuileries, puisqu'ils voulaient détruire la monarchie et ils voulaient détruire ce qui était beau. Et ça va donc enfermer définitivement les communards dans le lait à horreur du beau et donc le détruit. Donc vous voyez qu'à travers les images, à travers la façon dont on les a commentées et reproduites, on a enfermé petit à petit la commune dans la semaine sanglante alors que c'est beaucoup plus long et sur les incendies alors que les destructions ont été beaucoup plus nombreuses. Voilà, je crois avoir terminé et je vous laisse la parole pour les questions. Merci beaucoup, Hélène. C'est vraiment remarquable. C'est un regard absolument nouveau qu'on porte sur ces événements. Merci mille fois. Donc, la parole est à vous. Alessandra souhaitait que vous posiez les questions via le chat. Bon, je peux peut-être en poser une. Donc, la rue de Lille concentrait des bâtiments du pouvoir hein, et en fait, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le ministère des Finances ont été assez rapidement recasés pour pouvoir fonctionner dans d'autres bâtiments. Alors, effectivement, c'est aussi pour ça qu'on ne s'empresse pas de reconstruire ces bâtiments. C'est que Paris ne manque pas de bâtiments publics où on peut recaser les administrations. Le ministère des Finances, bon, ben, il est détruit, mais il y a de la place justement au Louvre. Donc, on va l'installer au Louvre et il va y rester d'ailleurs très, très longtemps, puisqu'il va y rester jusqu'à ce qu'on construise Bercy. Le Conseil d'État est casé au Palais Royal. On fait un peu de place pour la Cour des comptes, pas suffisamment. Et c'est pour ça que beaucoup de conseillers vont être obligés de travailler chez eux. Et donc, le télétravail avant l'heure. Le télétravail avant l'heure. Et donc, en fait, c'est pour ça aussi que le président de la Cour des comptes, enfin, les présidents successifs qui, pendant les 27 années, vont espérer voir reconstruire le palais d'Orsay pour pouvoir s'y réinstaller, vont être vraiment, à chaque changement de gouvernement,
Et il y en a beaucoup, puisqu'en fait, toute la période qui est de la Troisième République, en fait, il y a l'Assemblée nationale est toute puissante et elle peut mettre à terre, elle peut destituer, enfin, renverser, pardon, le gouvernement tant qu'elle veut. Et donc, en fait, il y a parfois, dans une même année, il y a parfois 2 ou 3 gouvernements. Et donc, il y a tellement de changements de gouvernement qu'à chaque fois, le président de la Cour des comptes reprend, pendant les 27 ans de ruine, il y a 40 gouvernements différents pour le Palais d'Orsay. Et donc, le président de la Cour des comptes reprend son stylo, réécrit à chaque fois, il faut absolument, absolument reconstruire le palais, mais ça n'arrive pas. Et en fait, on n'est pas pressé de reconstruire les palais parce qu'il y a de la place justement pour les administrations. À part l'hôtel de ville, pour qui c'était évidemment une urgence que Paris est un hôtel de ville, pour les autres, on ne s'est pas empressé à cause de ça. Alors, il y a des messages de félicitations pour votre présentation Merci vivante, beaucoup. riche, etc. Et il y a 2 questions. L'une de Jean-Alain Rault. Le château de Saint-Cloud a été détruit par un tir des Français du Mont Valérien. Pour quelle raison a-t-on tiré dessus, pardon. Et puis, Marie-Emmanuelle Leroy, vous avez parlé de 10 à 20 000 morts. Est-ce finalement plus précis? Combien de Versaillais parmi eux? Alors, je vais commencer par la deuxième et puis on reviendra sur le château de Saint-Cloud. Aujourd'hui, les historiens ne sont toujours pas d'accord sur le nombre de morts. On dit 10 000, on dit 20 000, certains disent moins, certains disent plus. La recherche a encore de beaux jours devant elle, car il y a aussi selon la pensée qu'on peut avoir sur la commune, les choses changent beaucoup. Donc, on n'a pas de chiffre précis. Et de même qu'on ne sait pas exactement combien il y a de Versaillais, combien il y a de Parisiens, combien il y a d'étrangers qui ont péri à ce moment-là. De même que, je fais juste une petite parenthèse, sur la liste des destructions, jamais aucune liste précise et exhaustive n'a été faite. Moi, je me souviens que j'ai trouvé enfin la liste des doléances des gens qui réclamaient une indemnisation. J'avais déjà rendu mon livre et donc j'ai dû réécrire un chapitre car j'ai trouvé vraiment à la toute fin, au bout de 2 années de recherche. Donc tout ça n'a pas été... Il y a vraiment eu la volonté à un moment donné de tourner la page effectivement, le problème, c'est que comme l'hôtel de ville a brûlé, on n'a pas non plus les états civils. Tout l'état civil a disparu au moment de l'insurrection. Et donc, du coup, pour essayer de remonter et de retrouver les chiffres, c'est très, très difficile. Pour Saint-Cloud, ben, en fait, alors, est-ce que ce sont les Versaillais, est-ce que ce sont les Prussiens? Mais en fait, Saint-Cloud, ça a été dans les échanges de tirs entre les Prussiens et Paris, en fait, et Versailles, pour la guerre. C'est la destruction de Saint-Cloud arrive quand on est en guerre avec la Prusse. Et donc, en fait, pareil, là, on va se demander si on va le reconstruire ou pas, et finalement, on ne le reconstruit pas. Pour la même raison. On se dit, mais pourquoi aller reconstruire un bâtiment? Donc, c'est vraiment à chaque fois, pendant un moment, on pensait créer un casino dans l'hôtel, dans le palais de Saint-Cloud au 19e siècle. On s'est dit, tiens, pourquoi pas y installer un casino? Puis finalement, non, ça non plus, ça n'a pas été une idée suivie. Alors, d'autres questions. Question de Richard Cadeau. On parle souvent des morts au mur des fédérés, peu de religieux. Donc ça, c'est la première question sur à nouveau les morts. Et une deuxième question de Richard Cadeau sur le nouvel urbanisme. A-t-on demandé son avis à Haussmann, qui avait rénové Paris avant? Alors, sur les fédérés, les religieux, c'est vrai que en tant qu'historienne de l'architecture, je suis sans doute pas la mieux placée pour parler de ces sujets-là. À l'époque, effectivement, les communards morts, on s'en soucie très très peu. Et effectivement, les otages qui ont été tués par les communards et dont beaucoup de religieux, ont eu beaucoup plus de place, évidemment, dans la presse de l'époque, dans les livres de l'époque. Et puis après,
au XXe siècle, vous voyez bien qu'avec la République qui s'installe, la commune va être petit à petit reprise politiquement comme un symbole du mouvement ouvrier, du mouvement de l'histoire de la gauche. Et donc, on va effectivement élever le mur des fédérés en souvenir des derniers combattants qui ont été tués à Belleville. Et puis la gauche va chaque année aller se recueillir, surtout en 1936, hein, ça va être un grand moment, sur le mur des fédérés. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une question très politique. La deuxième question qui était sur l'urbanisme et Haussmann, Haussmann va être député après, sous la Troisième République. Et par exemple, lui, il va prendre position sur les Tuileries en disant, mais pourquoi reconstruire les Tuileries? En tout cas, si on les reconstruit, attention, parce qu'en fait, le Louvre est tordu. Et donc, on avait essayé de remettre les Tuileries à peu près d'aplomb, mais ça ne faisait pas vraiment un ensemble complètement harmonieux puisque le Louvre avait été construit tordu. Et donc là, on se dit, Haussmann se dit, pour comment les reconstruire, s'il faut les reconstruire, il faut essayer de rechanger la perspective et surtout le reste des constructions de Paris. Il y a une chose intéressante, c'est qu'en fait, comme on décide qu'en fait, les incendies, les destructions vont permettre de changer la ville, eh bien, on va poursuivre les travaux d'Haussmann. On va poursuivre les grands travaux d'Haussmann. Et donc, on va être dans la continuité. On va faire à nouveau des grandes avenues. On va finir ce qu'il avait commencé. Et donc, oui, lui, il va donner son avis sur les Tuileries. Mais bon, après, la Troisième République va aussi faire son propre projet, son propre programme. Alors, deux autres questions. L'une de Youssef Safwan, qui est arrivé en retard et qui a entendu que vous faisiez mention de la perfide Albion. Donc, il souhaiterait avoir une précision sur le rôle de la Grande-Bretagne dans les événements, s'il y en a eu. Et l'autre de Pascal Pelé, plus que la destruction des bâtiments, le plus grave n'est-il pas la destruction irrémédiable de nombreuses archives nationales et communales, état civil, etc. Alors, sur la perfide Albion, eh bien, évidemment, hein, depuis Napoléon Ier, on n'aime pas l'Angleterre, on n'aime pas la perfide Albion, on est en concurrence avec elle. Et d'ailleurs, quand Napoléon III décide d'organiser une exposition universelle en 1955 à Paris, c'est bien pour montrer que la France est capable de faire beaucoup mieux que celle que l'Angleterre a fait en 1851. On est constamment dans la compétition avec l'Angleterre. Et en plus, tous les communards ne sont pas morts à Belleville ou dans les rues de Paris. Beaucoup, heureusement, ont réussi à s'échapper et certains sont allés s'installer en Angleterre. Et donc, alors là, c'est vraiment le pire du pire pour les Français, enfin les Français, les Versaillais, on va dire, qui voient le fait que l'Angleterre accueille des communards et qu'en plus l'Angleterre dit que la France est très mal comportée avec eux, etc., voit ça d'un très très mauvais œil. Donc vraiment, l'Angleterre, depuis Napoléon Ier, on est en concurrence, voire parfois en guerre, et de toute manière, on espère bien lui montrer qu'on est meilleur qu'elle. Pour la deuxième question sur les archives, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave dans ces destructions? Effectivement, la destruction des bâtiments est très triste. Les Parisiens vont se faire un deuil assez rapidement, surtout de ceux qui ont été détruits construits, pardon, excusez-moi, juste dans les années précédentes. On va savoir les reconstruire, c'est pas un problème. Alors c'est vrai que par contre les archives c'est un vrai drame parce que par exemple moi qui ai travaillé longtemps sur le Palais d'Orsay, on n'a plus aucune trace de l'histoire de ce palais. Quel artiste on a fait travailler dedans, comment ça s'est passé, etc. Parce que tout a brûlé. On a réussi à sauver le grand livre des comptes, puisqu'il y avait un exemplaire au ministère des Finances, mais il y en avait aussi un autre à Versailles, je crois. Tout d'un coup, ceci m'échappe. Mais c'est vrai qu'on a perdu l'état civil, on a perdu des bibliothèques, l'intérieur de certaines bibliothèques. On a pu sauver d'autres choses parce que comme on sentait venir le siège des Prussiens, on avait protégé un certain nombre d'œuvres d'art, par exemple dans les musées, le tombeau de Richelieu à l'Institut, on l'avait enterré sous des sacs de sable, etc. Donc il y avait encore les protections qu'on avait prévues
pour le siège prussien. Mais effectivement, on a perdu l'état civil. On a quand même réussi à en reconstituer une bonne partie. Mais il y a plein de documents qu'on n'aura jamais, plus jamais entre les mains. Et effectivement, c'est un problème pour l'histoire. Est-ce que c'est triste? Est-ce que ça l'est pas? C'est un vrai problème pour l'histoire. De même que ceux qui se passionnent pour l'architecture du XVIe siècle auraient sans doute préféré avoir sous les yeux le bâtiment du Bocador, c'est sûr. Alors, trois questions encore, et puis on arrêtera après la troisième réponse. Rémi, combien de bâtiments ont été reconstruits au final? D'accord. Détruits Alors, en et fait, reconstruits? la plupart des bâtiments ont retrouvé leur place dans Paris. On a reconstruit le théâtre, le théâtre du Châtelet. On a réparé les gares qui avaient pris des obus ou sur le toit ou simplement des balles sur leur façade. Les seules choses qui n'ont pas retrouvé leur place, en fait, ce sont les Tuileries et puis le Palais d'Orsay, parce qu'on l'a détruit 30 ans plus tard, mais la plupart des bâtiments ont été reconstruits. La plupart des bâtiments méritaient simplement des réparations. Certaines habitations n'ont pas été reconstruites en l'état, mais de toute manière, Paris s'est tellement développé que toutes les rues ont été à nouveau habitées et des grands chantiers ont pu se mettre en route tout de suite après les incendies. Alors, une question de Daniel. Est-ce la propagande républicaine qui a fait Est-ce la propagande républicaine qui a fait que Thiers a beaucoup de noms de rues, de rues à son nom, enfin de rues à son nom, contrairement à Robespierre, alors que ce dernier a fait tuer 10 fois moins de personnes? Non. Alors, Adolphe Thiers est à la fois alors, l'image d'Adolphe Thiers est quand même très étonnante. C'est-à-dire que quand il rentre dans Paris juste après la semaine sanglante, il n'est pas vraiment applaudi parce qu'en fait, l'horreur est quand même trop présente et on a quand même du mal à trouver ça. La population parisienne est quand même assez choquée et à ce moment-là, Adolphe Thiers vit quelques jours où on se demande quand même si c'est pas un peu trop ce qu'on a laissé faire à l'armée. Puis petit à petit, quand il va partir, quand MacMahon va devenir président de la République, etc., il appartient tout d'un coup à l'histoire. Alors, est-ce que c'est la République qui décide de lui donner son nom à beaucoup de rues? Sans doute, sans doute. Mais en tout cas, il est beaucoup plus proche de nous et je crois que ça joue aussi. Il est beaucoup plus proche de nous en termes de temps, tout simplement. Même si on a oublié un peu toute l'histoire de la commune, malgré tout, Adolphe Thiers, c'est le 19e siècle. Robespierre, la Révolution française, vous savez aussi que là, il y a beaucoup de polémiques sur l'héritage de la Révolution française et de ces personnages, du coup. Alors, une deuxième question de Pascal Pelé, et donc la dernière réponse. Assez facile, Hélène. Y a-t-il eu des répercussions? Alors, attendez, excusez-moi, ça a sauté. En gros, y a-t-il eu des répercussions de la commune dans d'autres villes françaises? Bien sûr, bien sûr. Quand la commune éclate à Paris, quand le ton monte entre janvier et mars et quand la commune éclate à Paris, il y en a à Lyon, il y a aussi des mouvements à Lyon, à Limoges, mais tous ces petits mouvements-là, évidemment, n'ont pas la force d'une capitale. Les insurgés sont beaucoup moins nombreux et ça va être maté assez rapidement. En une semaine, voilà. Il y aura eu quelques destructions. Hein, on va détruire des rails de chemin de fer. On va essayer de prendre le pouvoir dans un certain nombre de bâtiments publics, mais ça va être maté très, très rapidement. Et bientôt, il n'y aura plus que la commune de Paris qui fera l'actualité, si on peut dire. Merci mille fois, Hélène. Vraiment. Merci à vous. Et puis, très bonne soirée à tous et rendez-vous le 18 mai.
pour la conférence de Chervélois sur Napoléon, la certitude et l'ambition. À très bientôt. Bonsoir. Au revoir. Merci à Claude Jeanne.